Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Études psychanalytiques, collection dirigée par Alain Brun et Joël Bernat. La collection Études psychanalytiques veut proposer un pas de côté et non de plus, en invitant tous ceux que la praxis, théorie et pratique, poussent à écrire ce hors chapelle, hors école, dans la psychanalyse. Dernière parution. Véronique Marchizet, L'amour vrai n'est pas sur la rive de Die. L'alchimie des états amoureux, 2021. Valérie Blanco, Die de Divan. Notion de psychanalyse illustrée d'extraits de séances, nouvelle édition, 2021. Frédéric Pérez, Le complexe de Frankenstein. Genèse et développement d'un monstre issu d'une relation pervertie. Approche théorique, clinique et thérapeutique, 2021. Patrick Ange-Raoult, Le travail en équipe. Collusion incestuelle et meurtrielle, 2021. Nicolas Sajus, Psychopathologie du traumatisme psychique, 2020. Geneviève Allier, Clinique orthophonique avec éthique psychanalytique, 2020. Jean-Marie Boyer, Louis Kahn, Le Corbusier. Psychanalyse et architecture au XXe siècle, 2020. Jean-Paul Matotte, Le soi disséminé, 2020. Christiane Schaffner, Fertilité de la psychanalyse contemporaine, entretien avec Sylvie Faure-Pragier, 2020. Ludivine Richaud, De la mélancolie amoureuse à l'amour de la mélancolie, 2020. Liliane Finzilber, Des poètes, des mystiques et des psychanalystes, essai sur l'écriture, 2020. Bernard Robinson, La transmission clinique, 2019. Jean-Paul Matotte, L'homme décontenancé. De l'urgence d'étendre la psychanalyse, 2019. Cléopâtre ATHANASSIOUPOPESCO. Étude du noyau narcissique primaire en psychanalyse d'enfants, 2019. Jeanne de Fontaine, Dérives perverses dans le couple et blessures d'enfance, 2019. Merci à nos collègues Anne-Claire Allouin et Camille Bliguet, ainsi qu'à Emilia Boissonnet, Pierre Barhomme et Alexandre Gangel pour leurs relectures attentives. De ce que nous appelons notre psyché, vie d'âme, deux sortes de choses nous sont connues. Premièrement, l'organe corporel et la scène de celle-ci, le cerveau, système nerveux. D'autre part, nos actes de conscience qui sont donnés sans médiation et qu'aucune sorte de description ne peut nous rendre plus proches. Tout ce qui se trouve entre les deux nous est inconnu. Entre ces points situés aux deux extrémités de notre savoir, il n'y a pas de relation directe. Si celle-ci existait, elle livrerait tout au plus une localisation précise des processus de conscience et n'apporterait rien pour leur compréhension. Sigmund Freud, 1856 à 1939, neurologue autrichien, premier psychanalyste. Les assertions de la psychanalyse reposent sur un nombre incalculable d'observations et d'expériences, et seul celui qui répète ses observations sur lui-même et sur d'autres est engagé sur la voie menant à un jugement personnel. Introduction. Pour introduire notre texte, nous proposons 4 définitions. L'inconscient, la psychopathologie et la clinique, l'analyste et sa pratique. L'inconscient découvert par le premier psychanalyste, Sigmund Freud, auquel cet ouvrage se réfère n'est pas le seul inconscient. Il y a 2 types d'inconscient et donc 2 acceptions pour ce mot. L'inconscient comme étant ce qui échappe au conscient et l'inconscient freudien. 2 types d'inconscient. Voyons le premier des 2 sens, l'inconscient dans son sens courant, c'est-à-dire le non-conscient. Être conscient, c'est être à ce que l'on fait, permettre ainsi de réfléchir, d'avoir une réflexion comme en miroir sur nos actions afin, éventuellement de les corriger en mettant nos sens et notre pensée en interaction. Le but est de mettre à distance, regarder ce que nous faisons ou pensons pour éventuellement le corriger. Dans l'éducation, cela donne « regarde ce que tu fais », réfléchis avant d'agir, etc. C'est une sorte de feedback mental. L'état de conscience permet de faire intervenir la correction d'une action, l'affinement d'une décision, faire intervenir des éléments qui appartiennent au champ cognitif. Lorsqu'on parle de non-conscient, on évoque naturellement ce qui est oublié, ce qui est stocké en mémoire, le sommeil, le coma ou le flow pour ne citer que ces types d'informations non mobilisées, non conscientisées. Nous connaissons bien la mémoire inactive, le sommeil et le coma. Le flow est un concept récent. Il appartient aux états de non-conscience. C'est un état dans lequel nous faisons sans penser.
Conceptualisé à partir de 1975 par le psychologue Mikhail Csikszentmihalyi, il a été montré comment le flow est repérable dans la musique, l'éducation, le sport, la séduction, tous les états centrés sur la motivation, quand le sujet, ici le sujet de l'observation, est dans un état d'hyperconcentration. Il est également retrouvé dans l'aïkido, le kendo, l'ikebana. Cet état ne fait qu'un avec ses pensées, qui ne nécessite pas notre conscience, ou plutôt la tient à distance, est recherché dans la pratique du bouddhisme. On le trouve, de nos jours, intégré au domaine de la psychologie positive. Voyons maintenant l'autre sens du mot inconscient, l'inconscient freudien, l'autre scène. Dans la théorie freudienne, conscient et inconscient coexistent. Ils y sont tous deux actifs, l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire que l'un n'éteint pas l'autre. L'inconscient dirige la vie psychique de la personne, à l'insu de celle-ci, ce grâce à quoi il mérite son surnom de chef d'orchestre de la vie psychique. Comme le chef d'orchestre, l'inconscient interprète et dirige. L'inconscient apparaît de façon voilée dans certains actes de la vie quotidienne, ce qui a amené S. Freud à intituler un de ses principaux ouvrages, Psychopathologie de la vie quotidienne. Il y montre que les symptômes de la vie quotidienne ne prennent bien souvent aucune importance dans la vie d'un sujet, cependant que ce dernier s'y arrête lorsqu'il s'en trouve encombré. Il est question d'actes qui se répètent, et qui lui barrent l'accès à certains de ses objectifs. La volonté du sujet ne suffit pas à délier ces entraves. C'est le travail engagé dans la cure par l'analyse des formations de l'inconscient, rêves, maux d'esprit, lapsus, oubli, symptômes et autres actes manqués, qui va rendre possible l'accès à cet inconscient, à la façon dont il est structuré pour lui, le sujet. Pour lui et seulement pour lui, puisque comme nous le savons, chaque sujet a son propre inconscient, lequel n'est pas accessible à l'autre. La psychopathologie et la clinique. La psychopathologie est l'ensemble des connaissances des dysfonctionnements psychologiques. La clinique est l'ensemble des connaissances permettant le travail thérapeutique dans une relation singulière avec un patient, au cas par cas. Il est utile ici de rappeler qu'il n'existe pas de pathologie de l'inconscient, mais des structures et des défenses différentes. Les souffrances humaines se présentent sous des formes multiples, selon les structures, et varient selon les sujets. La clinique psychanalytique est une technique qui organise l'écoute du praticien. Elle ne va pas sans le style de ce dernier. Du fait qu'il n'y a pas de prescription, qu'elle ne tire pas son efficace d'un médicament, mais de ce que produit l'alliance de l'analyste avec l'analysant, la clinique psychanalytique doit principalement son efficace au transfert. L'analyste et sa pratique. L'analyste est passé par ce travail de subversion du sujet, dans le sens où Jacques Lacan le formule. Le but de cette subversion étant de ne pas céder sur son désir. Le psychanalyste a interrogé son histoire, dans sa propre cure, pendant sa formation qu'on nomme didactique. En conséquence de quoi cette histoire il ne la vit plus comme d'exception. Revisiter son histoire, travailler ses signifiants, représente une sorte de peignage. Ce sont les points majeurs et principaux qui se rattachent à la personne de l'analyste, et qui caractérisent l'écoute de ce praticien. Ce passage obligé le rend apte à appliquer une technique étudiée par ailleurs, qui respecte l'analysant et le soutient dans son travail sur lui-même. L'étude de la technique psychanalytique ne saurait à elle seule former un psychanalyste. Cette formation ne peut se dispenser ni de l'analyse didactique, ni du travail qu'exige la théorie. Cette analyse, on l'aura compris, l'analysant devenu analyste l'a poussé au plus loin. Cela reste la condition sine qua non pour exercer la psychanalyse. Pourquoi pas un diplôme suite à un enseignement collectif en université ? En premier lieu, il y a comme un clapet de sécurité au niveau de l'inconscient, véritable mécanisme défenseur de l'inconscient de l'individu. Il protège et garantit le fonctionnement de l'inconscient, dont la connaissance ne peut se dévoiler que lors du travail psychanalytique. Il s'entreprend dans le cadre d'une cure. En second lieu, ce n'est pas l'étude de l'enseignement qui est ici en cause, mais la question du diplôme. En effet, obtenir un diplôme nécessite toujours de passer sous les fourches codines d'un idéal d'enseignement et d'un attendu universitaire qui correspond forcément à un modèle, à une époque. C'est pourquoi le titre de psychanalyste ne s'obtient pas de l'institution. En effet, ce n'est ni de l'idéal d'une société à un moment donné, titre universitaire,
ni de l'allégeance à quelques maîtres d'une école ou association que peut advenir un psychanalyste. Enfin, l'analyse didactique ne dispense cependant pas d'un enseignement, d'une formation, que l'on trouvera dans les lieux qui en disposent. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.